Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu les nazis adopter la croix gammée comme symbole et faire de nombreux brassards et drapeaux. Et nous allons reprendre là. Donc, en août 1920, Hitler avec Anton Dressler se rend à Salzbourg en Autriche. Donc, le but des nazis est justement d'implanter le parti nazi en Autriche ou de fusionner avec des partis déjà existants. Donc là, le parti nazi compte 725 membres et cherche justement à s'agrandir. Donc il faut savoir qu'en 1904, un parti socialiste ouvrier est créé en Autriche et il sera par la suite appelé DNSAP, Parti national socialiste ouvrier autrichien. Donc les noms ressemblent beaucoup au NSDAP, mais pour l'époque ça n'a rien à voir. Donc à l'époque, quand c'est créé en Autriche, c'est vraiment un parti pour les ouvriers. Il n'y a rien vraiment d'extrême dans leurs idées, c'est plus pour les cheminots, les mineurs, tout ce qui est ouvrier de base. Donc il faut savoir justement que le NSDAP cherche à fusionner avec ce parti, ce qu'ils feront par la suite. Donc Hitler justement, lors de cette réunion, dira que malheureusement les Allemands ont mis 20 ans de plus que l'Autriche pour justement en venir à la conclusion de faire un parti pour les ouvriers. Donc lors de cette réunion en Autriche, les débats tournent aussi autour des Allemands qui sont en Tchécoslovaquie. Et justement, une idée est lancée aussi de créer un parti nazi en Tchécoslovaquie. En sachant que des séparatistes cherchent justement l'indépendance de la Bavière pour la rattacher à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie. Mais Hitler dira « Mieux vaut avoir une grande Allemagne sous les bolcheviks qu'un État dépendant du sud de l'Allemagne sur les Tchèques et les Français. » Donc il faut savoir que Hitler, lui, n'est pas pour cette idée, lui veut vraiment en gros faire comme il fera plus tard une grande Allemagne, plutôt que justement séparer les États et les rendre indépendants. Donc c'est aussi en août 1920 qu'un protocole justement approuvé pendant la conférence de Spa est appliqué. Donc en fait c'est le désarmement de toutes les gardes civiles du pays. Donc il faut savoir que les Freikorps se changent en gardes civiles et sont toujours armés, mais donc ça laisse toujours pour les autres puissances une armée allemande, et justement ils demandent que ces hommes soient désarmés. Juste pour petite information, la Bavière compte 267 000 hommes qui sont dans la garde civile. L'Allemagne a maintenu son armée, mais sous notre appellation. En sachant qu'aussi le traité de Versailles justement demandait que l'Allemagne n'ait plus d'état-major militaire, et ils le garderont toujours sous l'appellation de bureau de troupes. Donc c'est toujours le même principe, sauf que le nom change. Et c'est pareil, tout ce qui est destruction d'armes que devait effectuer l'Allemagne, cela n'a pas été fait, les armes ont juste été cachées, et on a remis des listes aux autorités étrangères pour dire que ces armes avaient bien été détruites. Donc c'est quelques exemples des ruses des Allemands pour échapper aux sanctions du traité de Versailles. Donc septembre 1920. Nous avons une lettre du Capitaine Maire qui est envoyée à Wolfgang Kapp, qui, après son putsch raté, a fui en Suède. Le capitaine Karl Maire dira « Le Parti national des travailleurs doit fournir la base de la puissante force d'assaut que nous espérons. Le programme est encore quelque peu maladroit et peut-être aussi incomplet. Nous devrons le compléter. Une seule chose est sûre, sous cette bannière, nous avons déjà gagné un bon nombre de supporters. Depuis juillet de l'année dernière, j'ai mis en place des jeunes très compétents. Un monsieur Hitler, par exemple, est devenu une force motrice, un orateur populaire de premier rang. Dans la succursale de Munich, nous comptons plus de 2000 membres, contre moins de 100 à l'été 1919. Donc quand il dit membres, en fait, c'est plus de 1000 spectateurs. Sachant que, comme je vous disais, là, ça tourne autour des 800 membres permanents du parti nazi. Donc, encore une preuve comme quoi Hitler a été mis en tant qu'homme de paille, et que le but est de faire un putsch, parce que justement Karl Maire est en discussion avec Wolfgang Kapp, qui lui a raté son putsch, et justement il lui dit que pour eux tout se passe bien, et qu'il commence à avoir de plus en plus de membres, et justement il appelle les travailleurs pour devenir une puissante force d'assaut. Donc ce que
l'on ne nous apprend pas dans les documentaires ou à l'école. Donc, octobre 1920, Hitler retourne en Autriche pour 2 semaines pour faire une tournée de meeting. Donc, le capitaine maire fin année 1920, donc certainement autour d'octobre-novembre, nous n'avons pas de date précise, mais le capitaine maire en fait quitte son poste parce que bon, il a d'autres chats à fouetter, mais il reste dans l'armée forcément, et c'est le capitaine Röhm, donc Ernst Julius Gunther Röhm, qui prend sa place. Donc, il sera le chef des renseignements propagande d'Hitler. Ça sera la liaison entre Hitler et l'armée. Donc, ils dépendent toujours du général Epp. Donc, il faut savoir que Hitler et Röhm se sont déjà, d'après les informations, rencontrés plusieurs mois auparavant. Justement, Hitler rencontre Röhm au moment où il a rencontré le capitaine maire. En fait, ils ont été présentés à peu près au même moment. Et il semblerait qu'ils ont été présentés dans le club Iron Fist. Donc, c'est un club qui rassemble les officiers militaires nationalistes et contre le traité de Versailles. Donc, Röhm mettra en contact Hitler avec des associations patriotiques et des bailleurs de fonds. Donc, je ferai un hors-série sur Ernst Röhm, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire sur ce personnage, qui sera un intime d'Hitler. Donc, fin décembre, le journal Völkischer Beobachter, qui n'appartient pas encore au parti nazi, fait faillite et risque d'être racheté par des séparatistes bavarois. Donc le parti nazi ira demander de l'argent au général Epp. Donc le général Epp donnera 60 000 marks de la caisse noire de l'armée. Et Dietrich Eckart fournira aussi de l'argent. Et ils arriveront aussi à piocher de l'argent à droite à gauche. Et ils arriveront à payer les 113 000 marks de dettes restantes. Ce qui fait que le Völkischer Beobachter sera officiellement au parti nazi. Donc c'est le 25 décembre 1920 que le premier numéro du Völkischer Beobachter apparaît dans les kiosques. Et il semblerait que la première page disait « Achetez vos cadeaux de Noël dans les magasins allemands, mais pas chez les juifs, ni dans les magasins juifs. » Donc pour le journal Völkischer Beobachter, Hitler, du mois de janvier à juin 1921, publiera 39 articles. Donc il faut savoir que généralement dans ces articles, c'est toujours un peu avant un de ces meetings, et on dira qu'il met l'eau à la bouche aux personnes. Il parle en gros des points qu'il va aborder, mais sans rentrer vraiment dans les explications, ce qui fait que les gens ont vraiment envie d'aller dans ces meetings pour aller voir ce qu'il va raconter. Donc voilà, c'est son rôle d'agent de propagande justement, d'attirer les gens au parti. Donc Hitler dira « Son objectif était de nous permettre de prendre position sur les questions d'actualité, sous forme de réunions de masse, dans les 24 heures. Le Beobachter a été inestimable dans la mise en œuvre de cette stratégie de réponse rapide. » Donc voilà, c'est un peu comme aujourd'hui, vous regardez sur YouTube, dès qu'il se passe un événement, vous pouvez aller voir des youtubeurs qui parlent de l'actualité, et généralement, dans les heures qui suivent, justement, ce youtubeur fait un exposé sur un fait d'actualité, et c'est un peu ce qui se passe ici. Donc le journal paraît sur une actualité, et Hitler, justement, va faire sa conférence quasiment 24 heures après, pour répondre justement sur l'actualité. Donc les gens ont cette envie de savoir un peu ce que Hitler pense et ce qu'il a à dire sur le sujet. Donc en janvier 1921, également, Hitler fait encore une conférence devant 2000 personnes. Donc on peut voir que le parti commence vraiment à voir grand et laisse, on dira, petit à petit tomber des petites réunions de 40, 100 personnes dans les brasseries. Là, c'est complètement en milliers de personnes que cela se compte. Et justement, nous avons une preuve qu'Hitler surfe sur la vague de l'actualité, c'est que le 24 janvier à Paris, il y a une conférence justement sur ce que l'Allemagne doit payer, et les ministres entre eux concluent qu'à compter du 1er mai 1921 jusqu'au 1er mai 1963, l'Allemagne devrait verser 216 milliards de marks or. Donc c'est une estimation, comme je vous dis, ça sera officiellement approuvé beaucoup plus tard, mais
en janvier, il y a déjà une estimation. Donc, Hitler, tout simplement, va parler de ce fait. Donc, 2 jours plus tard, ils feront une réunion au Circus Krone, un des plus grands endroits à Munich justement pour rassembler des personnes. Et le parti nazi rassemblera 6000 personnes sans publicité au préalable. Donc le jour même, des camions tournent pendant plusieurs heures dans la ville avec des soldats qui lancent des prospectus dans les rues. Et justement, la conférence portera sur le futur ou la ruine. Donc en traduction, ça donne à peu près ça. Donc comme je vous disais, Hitler surfe sur la vague de l'actualité, ce qui attire beaucoup de monde forcément. Et il faut savoir aussi que quand Hitler va dans ses meetings avec ses grandes salles, bien qu'il arrive toujours en retard, il part quand même à l'avance pour examiner la salle, pour voir un peu sa disposition et aussi l'acoustique. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, lui parle sans micro, et s'il doit parler avec micro, il faut qu'il entende un peu l'acoustique, ce que ça donne, pour savoir un peu comment il va gérer son public. Hitler parlera de cet événement dans Mein Kampf. Notre troupe de surveillance était loin d'être suffisante pour cette salle colossale, et je n'avais aucune idée précise du type de procédure possible en cas de tentative de rupture de la réunion. À cette époque, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile pour nous, dans le bâtiment Circus, que dans une salle normale. Pourtant, comme il s'avérait plus tard, la vérité est exactement le contraire. En fait, dans cette gigantesque salle, il était plus facile de maîtriser une troupe de perturbateurs que dans les petites salles. J'ai commencé à parler, et j'ai parlé pendant environ 2h30. Et mon sentiment m'a dit, après la première demi-heure, que la réunion serait un grand succès. Des contacts avec tous ces milliers de personnes avaient été établis. Après la première heure, les applaudissements ont commencé à m'interrompre dans des explosions spontanées de plus en plus grandes, se dissipant après 2 heures dans cette immobilité solennelle, que j'ai plus tard connue si souvent dans cette salle, et qui restera inoubliable pour chaque membre de l'auditoire. Ensuite, on pouvait à peine entendre plus que la respiration de cette multitude gigantesque, et ce n'est que lorsque le dernier mot a été prononcé que les applaudissements ont soudainement éclaté pour trouver sa libération et sa conclusion dans la chanson Deutschland, chantée avec la plus grande ferveur. Je suis resté pour regarder la salle géante commencer lentement à se vider, et pendant près de 20 minutes, une énorme mer d'êtres humains a forcé son chemin à travers la puissante sortie centrale. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai moi-même ravi quitté ma place pour rentrer chez moi. Des photographies ont été prises de cette première rencontre au Circus Krone. Ils montrent mieux que les mots l'ampleur de la démonstration. Les journaux bourgeois ont diffusé des photos et des avis, mais ils ont seulement mentionné qu'il y avait eu une manifestation nationale. Et avec leur modestie habituelle, ils ont passé les organisateurs en silence. Donc, encore une petite histoire des journaux. Forcément, un aussi grand événement, ils ne pouvaient passer outre, donc ils en parlent, mais sans préciser que c'est le parti nazi qui l'organise. Donc c'est pour ne pas faire de pub au parti nazi. Donc c'est un des premiers grands rassemblements où Hitler a dû parler, et ça l'a marqué puisqu'il en parle dans Mein Kampf, et aussi il est content de lui parce que il a pu être en symbiose avec tout le monde, et il s'en félicite. Et pour cette année 1921, Hitler aura un berger allemand appelé Prince qui l'accompagnera partout. Donc on peut dire qu'à partir de 1921 jusqu'à sa mort en 1945, Hitler aura toujours en permanence un chien avec lui. Nous verrons par la suite justement les chiens qui l'accompagnent. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.